objectif à l'issue de ce webinaire, c'est que vous puissiez porter finalement un autre regard sur les personnes qui sont concernées par les troubles psychiques. Chez Clubhouse France, on tente de lutter contre la stigmatisation parce que, encore une fois, le sujet n'est absolument pas évident et il y a tout un univers qui se crée dans l'inconscient collectif autour de ces problématiques de troubles psychiques. Je voudrais que vous puissiez porter un autre regard sur ces personnes, un regard qui soit plus compréhensif, un regard qui soit encourageant et un regard qui puisse reconnaître les talents de ces personnes qui sont des professionnels aussi. Alors, en quoi l'inclusion est un sujet? Qu'est-ce qui fait que cette semaine existe? Pourquoi on parle de plus en plus de l'entreprise inclusive? La première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est que les entreprises aujourd'hui, et plus que jamais, doivent arriver à nourrir une double intention et à résoudre ce qui peut apparaître comme la quadrature du cercle. C'est-à-dire à la fois rester performante, et quand je dis performante, c'est avoir une bonne performance opérationnelle, économique et financière, côté très, très rationnel. Les entreprises doivent à la fois être très performantes et en même temps parvenir à prendre soin du bien-être au travail, de l'expérience de vie des travailleurs et des travailleuses. C'est exactement une attente sociétale, on l'a vu d'autant plus depuis l'ère Covid, et les études se multiplient pour arriver à faire la démonstration technique, sociologique, voire scientifique, d'un lien extrêmement étroit entre une entreprise qui cultiverait les valeurs de diversité et d'inclusion et leur performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la preuve qu'un environnement inclusif génère de la performance. Donc là, quand je vous le dis, je suis sûre qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui dit « Waouh, il me faut la référence de l'étude, il faut que je le dise à mon patron », parce qu'on a vraiment un changement de paradigme à opérer et les entreprises ont besoin de s'approprier ces éléments-là. En fait, les études prouvent que quand la culture d'entreprise encourage la diversité et l'inclusion, alors les collaborateurs et les collaboratrices sont davantage engagés, sont davantage motivés, sont plus innovantes, se sentent mieux et vont mieux en termes de santé. J'aime beaucoup le parallèle avec la biodiversité. On sait tous que pour que la nature aille bien et que l'espèce humaine continue d'exister, il faut qu'on respecte chacune des espèces végétales et animales de cette planète. Eh bien, en fait, une entreprise, une société, c'est un petit bout de cette planète circonscrit dans une entité morale et dans un lieu ou dans des lieux. Représenter finalement l'inclusion avec ce parallèle qui est la biodiversité. Le quatrième argument qui fait que l'inclusion aujourd'hui est un véritable enjeu, c'est que les entreprises font face à de vraies problématiques de recrutement dans quasiment tous les secteurs. C'est assez impressionnant cette vague que nous vivons depuis quelques années. Et on commence à identifier que les entreprises, pour pouvoir recruter plus rapidement et efficacement, elles doivent ouvrir le champ des possibles et s'ouvrir à des profils qui sont un peu hors cadre, en dehors du moule classique des profils recrutés. Ces entreprises, elles doivent aussi bichonner ce qu'on va appeler la marque employeur, c'est-à-dire l'image de marque des entreprises à l'intérieur et à l'extérieur. Et l'inclusion fait encore une fois partie des attentes sociétales. Donc, on a tout intérêt à porter attention à ça en termes de marque employeur. Le dernier élément, c'est le Covid qui a vraiment accéléré la prise de conscience avec la distanciation physique, évidemment, sociale, sensible, émotionnelle des uns et des autres. Et il y a une vraie attente conjoncturelle de la part des travailleurs et des travailleuses français à se ressentir appartenir à un groupe, être ensemble, être bien ensemble. Et l'enjeu d'inclusivité, d'internalité positive est en train d'émerger comme une nouvelle notion dans la RSE. Donc, tout pousse les entreprises à être de plus en plus inclusives. Est-ce que c'est une tendance d'époque? Est-ce que c'est une obligation de survie? À vous de le dire. On peut se poser la question de, nous, en tant que professionnels, acteurs de l'entreprise, finalement, pourquoi on s'intéresserait au sujet de la santé mentale? C'est quoi le lien? Quelques chiffres qui vous permettront de répondre à cette question. Aujourd'hui, il y a en France un Français sur 5 qui souffre de troubles psychiques. Et j'ai bien dit un Français sur 5. C'est-à-dire que là, ce matin, sur les 50 personnes que nous sommes, il y a 10 personnes qui sont concernées par le sujet. C'est donc gigantesque. On ne peut pas passer à côté. Chacun d'entre nous
a autour de soi ou est lui-même, elle-même concernée par les troubles psychiques. Si on rentre un petit peu dans le détail, il y a sur ces 12 millions 1,6 million de personnes qui vivent avec une bipolarité, 600 000 avec une schizophrénie. Les statistiques nous disent qu'il y a 1 million de personnes supplémentaires depuis le début de la pandémie qui consultent des professionnels de santé sur ces sujets de troubles psychiques. Et si on le rapproche au monde du travail, on apprend que le taux d'employabilité de ces personnes qui sont en situation de handicap psychique est quand même 10 points inférieur par rapport aux autres personnes qui sont porteuses d'un handicap, tout handicap confondu. Donc on voit qu'il y a vraiment une stigmatisation de ces cas-là, de ces situations-là. Il faut savoir dans le monde que le trouble psychique est la première cause de handicap mondial depuis 2020. Donc on est juste ce matin, là, nous toutes et nous tous, en train de parler d'un enjeu de santé publique, de la première cause d'invalidité en France, du deuxième motif d'arrêt de travail en France. Ça représente 23 milliards d'euros pour la sécurité sociale. C'est le premier poste de dépenses en santé, mesdames et messieurs, avant le cancer et avant les maladies cardiovasculaires. Un actif sur 5 sera touché dans sa vie par un trouble psychique. C'est donc un enjeu pour l'ensemble des entreprises, c'est un enjeu pour l'ensemble des équipes, c'est un enjeu pour l'ensemble des managers. Évidemment, ce qu'on constate, nous, sur le terrain, c'est que quand on est concerné, évidemment, la sensibilité augmente et l'inclusivité de ces personnes-là peut devenir un combat, une action militante. Quand on est peu concerné ou pas concerné, c'est plus compliqué. C'est toute la mission de Clubhouse France de prendre la parole pour pouvoir aborder ces sujets-là aux personnes qui peuvent être aujourd'hui éloignées du sujet. Alors, quand on parle de santé mentale, on parle de quoi? Permettez-moi de revenir sur la définition, qui est juste celle de l'Organisation mondiale de la santé, qui est extrêmement simple. Elle nous dit être en bonne santé mentale, c'est être pleinement en possession de ses ressources pour être capable de faire face à la vie, d'en saisir les opportunités, d'affronter les difficultés, de s'en remettre et de pouvoir contribuer à la communauté, de faire avancer le monde, de nourrir notre valeur d'utilité. Cette santé, c'est un état complet de bien-être. Donc, on va parler de bien-être physique, de bien-être mental, de bien-être social. Et finalement, l'état de santé mentale d'une personne, ça va être l'équilibre entre deux pôles. C'est le schéma que je vous positionne là sur la droite de la slide. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on va bouger entre un pôle positif qui va nous permettre de ressentir des émotions positives, de la joie, de l'enthousiasme, de la satisfaction, du bien-être, et qui va donc nous donner plein accès à notre capacité à agir dans le monde. Et on peut osciller avec ce qu'on va appeler un pôle négatif, qui sont nos périodes de fragilité psychologique. Il n'y a pas une seule personne aujourd'hui connectée à cette visio qui n'a pas un jour ressenti du mal-être, en général dans sa vie ou au travail en particulier. Alors après, il y a différents stades dans le pôle évidemment négatif. On a les périodes de fragilité psychologique, et puis qui peuvent amener jusqu'à la dimension trouble psychique, et voire même évidemment jusqu'au handicap psychique. Donc, si maintenant je vous positionne ce dont on parle, qu'est-ce qu'on entend par trouble psychique? La définition dit que ce sont des affections qui vont altérer l'état de santé mentale de l'individu, donc qui vont l'amener à aller sur ce versant négatif dont je venais de vous parler. Et en fait, ces affections, elles vont avoir une conséquence pour l'individu concerné, c'est qu'elles vont modifier son rapport à la réalité. L'image que je peux utiliser pour vous, c'est comme s'il y avait un filtre entre ce qui se passe pour la personne et la réalité va être déformée dans la façon dont la personne va percevoir les choses. Ce qui évidemment a un impact sur sa façon à lui de vivre, à l'intérieur de lui, l'expérience qu'il fait de cette chose précieuse qu'on appelle la vie, mais qui a aussi des impacts à l'extérieur, dans sa vie sociale et évidemment dans sa vie professionnelle. Les troubles psychiques les plus répandus sont ceux que je vous ai listés ici. Donc, on intègre dans les troubles psychiques la dépression, la bipolarité et jusqu'à la schizophrénie, bien sûr, mais on parlera aussi des troubles anxieux. On a vu qu'il y a une montée, je crois que c'est plus 25% des troubles d'éco-anxiété ces 2 dernières années.
On va parler des troubles obsessionnels compulsifs, des addictions, des troubles psychotiques ou du comportement alimentaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces troubles psychiques peuvent évidemment prendre des formes et des expressions très différentes et qu'ils apparaissent au cours de notre vie. Alors, les statistiques nous disent qu'à peu près la moitié des personnes concernées voient les troubles apparaître avant l'âge de 14 ans. Mais dit autrement, la moitié des personnes concernées ne le savent pas à l'âge adulte. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une grande partie d'entre nous qui peuvent être touchés par ces troubles, ne pas avoir conscience qu'il s'agit d'un trouble psychique, ne pas aller se faire diagnostiquer, donc ne pas avoir de mots posés sur le mal-être, et donc ne pas pouvoir l'exprimer à un collègue, à un manager, à un employeur, etc. Vous avez bien compris la chaîne logique. En 2005, il y a eu une grande avancée pour nous, puisqu'il y a une loi qui est sortie qui offre une reconnaissance officielle du handicap psychique, qu'il a décrit comme une limitation ou une restriction de l'activité qui est liée donc à cet état de santé psychique altérée. Et cette reconnaissance administrative, en fait, elle ouvre, au-delà du caractère de la reconnaissance qui fait du bien, elle a aussi des vrais avantages en matière d'insertion professionnelle, puisqu'elle ouvre la possibilité aux personnes concernées d'activer des dispositifs d'État qui sont prévus pour faciliter son insertion et son maintien en emploi. Et elle ouvre également la possibilité d'avoir une reconnaissance et des fonds au niveau des entreprises, je pense à l'AGFIP en particulier, mais il n'y a pas que ça, qui permettent du coup d'ouvrir les portes de l'entreprise à ces personnes concernées, avec un élément que j'ai envie de vous expliquer dès à présent, enfin de vous dire dès à présent, c'est qu'une personne concernée par un trouble psychique, si vous lui ouvrez les portes de l'entreprise, vous l'aidez à se rétablir. Il y a un vrai acte solidaire derrière, un vrai geste, comme si vous étiez un professionnel de santé, sauf que vous ne jouez pas sur le terrain médical, vous jouez sur le terrain du travail et de tout ce que le travail offre et permet de vivre. Il est difficile d'accepter d'avoir un trouble psychique et donc bien évidemment d'en parler. Je pense que c'est le plus difficile par peur du jugement, l'estime de soi, etc. Et encore plus quand on est dans le milieu professionnel, ça prend une toute autre ampleur puisqu'il y a même sa compétence qui est remise potentiellement en question. Comment amener à une personne à en parler au travail si elle le souhaite, bien évidemment. Alors, merci pour la question. Pour le coup, ça concerne un petit peu l'activité que je mène au sein de Clubhouse, c'est-à-dire déjà, ce que disait Emmanuel, éduquer, vous donner à voir ce que c'est et que, entre guillemets, c'est pas si impossible que ça à surmonter, qu'effectivement, ça touche tout le monde et que ça touche tout le monde à des degrés différents, de proche ou de loin. Et surtout de se dire que le témoignage, comme on en a parlé tout à l'heure, vous donne à voir que la première étape, c'est pas tant d'accepter, c'est juste de se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce n'est pas forcément un trouble psychique au sens médical du terme qui va être dévoilé, mais c'est au moins de se dire qu'à un moment, on ne va pas bien. Et donc d'oser simplement dire à un collègue qui prendra le relais, aller voir son manager, aller voir des personnes dans votre hiérarchie professionnelle, mais pas que, bien évidemment, il y a un moment où on se sent un peu en décalage sur certaines situations, qu'il y a des situations qui vous échauffent un petit peu. Et c'est simplement de commencer par là. Et peut-être de laisser les autres poser le diagnostic à un moment il y a une souffrance qui va au-delà du simplement ça va pas bien, où il y a quelque chose qui me dérange, et de vous accompagner après là-dessus. Il faut juste avoir ce moment de son entourage qui va être capable de vous dire, qu'il soit pro ou perso, qui va être capable de vous dire et d'accepter d'entendre ça, t'es pas comme tous les jours, je ne suis pas comme tous les jours, et donc j'ai peut-être besoin à un moment qu'il y ait quelqu'un qui m'ouvre ce regard-là en se disant comment je prends en main une situation qui devient anormale. Et c'est là où on n'est plus sur le jugement ou sur cette stigmatisation. Et puis, s'il y a un diagnostic doit être posé, il sera posé, mais il sera posé de façon constructive. Et prenez ce temps-là. Donc, on excuse les personnes qui viennent de nous quitter, par contre. Effectivement, oui, il y aura un replay, oui, il y aura tout ce qu'il faut derrière. Juste, Sandrine, si je peux compléter, Bien sûr. parce qu'effectivement, on a deux postes différents et deux façons de regarder les choses qui sont très complémentaires. Je vais le ramener à un sujet beaucoup plus large qui est la peur du jugement.
Voilà, la peur du jugement. Et on est là, toutes et tous, des êtres humains responsables, c'est-à-dire qui prennent leurs responsabilités et qui se connectent à leur pouvoir personnel. Quand j'ai peur d'être jugée, j'ai bien dit j'ai peur. C'est-à-dire que la peur, elle est à l'intérieur de moi. Donc, j'ai un premier levier d'action qui est d'accueillir cette peur que j'ai par rapport à moi, d'accueillir cette voix à l'intérieur de moi qui me dit que je ne suis pas assez, je ne suis pas suffisant, je ne suis pas à la hauteur, je suis toute cette voix qui est discriminante et auto-discriminante. Donc, j'ai un travail de moi à moi. Et le modèle Clubhouse, par son accueil et son cocon bienveillant, sécurisant, contribue à calmer cette peur interne du jugement. Et puis, de l'autre côté, on a la responsabilité du collectif, c'est-à-dire de l'univers, du système dans lequel cette personne qui potentiellement a peur va se retrouver. Est-ce qu'elle a raison d'avoir peur? On va être honnête. Aujourd'hui, globalement, ils ont raison d'avoir peur parce que l'univers du travail est impitoyable. Il est pas encore ouvert, il est stigmatisant et c'est pour ça qu'on prend la parole. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on met de l'énergie, c'est pour ça qu'on fait du bénévolat toute la semaine parce qu'il faut absolument que les choses changent. Et donc, il y a un levier d'action individuel et puis il y a un levier d'action collectif. Et je crois vraiment à la responsabilité de l'entreprise que de s'ouvrir à tous ces champs de diversité, à faire en sorte que les recruteurs et les recruteuses aient des postures beaucoup plus tolérantes et ouvertes. Il faut les former. Ce n'est pas évident de recruter quelqu'un, d'autant plus quelqu'un qui a une situation de fragilité. On peut avoir beaucoup d'intuition et beaucoup de sensibilité à la base, mais ce n'est pas forcément aussi évident que ça de savoir quel est le comportement à adopter, la bonne posture, la bonne façon de répondre, la bonne façon de dire les choses. Est-ce que j'en parle? Waouh! Donc, je pense qu'il y a une responsabilité vraiment partagée. Si rapidement, je parle de la schizophrénie, qui est quand même le trouble le plus, enfin, un des troubles très importants traités à l'intérieur des clubhouse. Il y a ce qu'on va appeler un épisode psychotique inaugural qui permet en fait de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. L'évolution, elle va être vraiment très fluctuante. Les symptômes vont s'étaler dans le temps. On va considérer que c'est une maladie de longue durée. Ce qu'il faut bien entendre, c'est que tous les symptômes, ils n'arrivent pas en même temps. C'est très aléatoire. Ça va venir affecter les pensées, les émotions, voilà, mais jamais tout en même temps. Et la plupart du temps, quelqu'un qui est en situation de schizophrénie, il est normal. La plupart du temps, il est normal. Voilà, il y a juste des crises, il a des crises à gérer. Si on regarde l'ensemble des troubles psychiques, on ne va pas faire aujourd'hui, je ne vais pas faire de vous des diagnosticiens et je ne vais pas vous parler avec un langage médical. Mais en fait, ce qu'il faut absolument que vous entendiez et que vous disiez autour de vous, c'est que quelqu'un qui a un trouble psychique a des capacités intellectuelles intactes. Ce n'est pas un demeuré, il n'est pas bête. Il sait réfléchir, il sait ressentir, il sait tout faire comme vous et moi. Il y a juste, encore une fois, qu'il y a une altération de la façon de voir la vie à certains moments. Alors, par contre, ce qu'il faut bien entendre pour l'insertion professionnelle, c'est que les traitements médicamenteux, la fatigue génèrent pour une grande partie d'entre eux des difficultés de concentration, des difficultés de mémorisation, des difficultés d'organisation. Donc, on est porteur d'un handicap qui suppose que le travail soit adapté. Ils sont intelligents, ils sont capables, il n'y a aucun problème avec ça. Il est juste d'adapter en tenant compte de leurs besoins spécifiques. Donc, en termes d'employabilité, soyons clairs, on peut occuper tous les métiers. Certains pensent qu'on peut être que femme de ménage mais non, pas du tout. Tous les métiers peuvent être occupés. On a des personnes dans les clubhouses qui ont bac+5. On a des personnes qui ont des CAP, on a des personnes qui n'ont pas de diplôme. Il y a toutes les professions, tous les niveaux scolaires. Et comme je vous le disais, il y a une partie d'entre eux qui n'obtient, qui ne diagnostique et qui ne reconnaît son trouble qu'à l'âge adulte. Certaines personnes concernées, vous allez voir dans leur CV en fait un trou parce qu'il y a une rupture dans le parcours, parce qu'il y a la découverte du trouble. Et donc, une grande partie des personnes que vous pouvez intégrer dans vos entreprises ont de l'expérience et ils ont de la compétence. Et c'est d'ailleurs le regard qu'on vous invite à poser. C'est bien plus sur leur humanité et puis leurs talents, leurs compétences et leurs appétences. Donc, en termes d'insertion, je vous parlais des ruptures de parcours. Souvent, il y a une expérience qui a quand même eu des effets délétères sur la confiance. Donc, c'est des personnes qu'il va falloir remettre en confiance. Et on a toutes et tous un rôle à jouer là-dedans. On le disait à l'instant, il y a une partie d'entre elles qui n'est pas diagnostiquée.
Donc, d'où aussi l'intérêt pour un maximum de personnes d'être formées à la façon de repérer les symptômes et les signaux. Entendons bien que de toute façon, le principal obstacle, hein, c'est le témoignage de tout à l'heure, c'est la stigmatisation. C'est-à-dire que tant que l'univers du travail sera impitoyable, tant que les recruteurs et les entreprises ne regarderont pas le sujet avec leur cœur, eh ben, ça sera compliqué. Donc, à nous toutes et tous de lutter contre cette stigmatisation. Il faut savoir qu'il n'y a que 15 à 20% des personnes diagnostiquées qui occupent actuellement un emploi, contre 60% qui sont employables. Donc, vous voyez, le delta est vraiment très conséquent. Il y a une peur de le dire aux recruteurs, hein, c'est exactement le témoignage tout à l'heure de Lise ou Lisa, je ne sais plus. Peur de dire aux recruteurs, puisque on perçoit l'environnement comme hostile, donc à nous de le faire évoluer, en fait, hein, cet environnement. Puis bon, rappelons qu'il y a la reconnaissance, évidemment, travailleur handicapé, qui est un vrai levier d'insertion. Et n'oublions pas pour finir que, on en a parlé, hein, le travail, c'est la santé, le travail est salutogène. Et qu'offrir la possibilité à une personne concernée de travailler va avoir un impact extrêmement positif dans sa vie en général et sur ses troubles en particulier. Et vous voyez, la liste est longue. Sandrine, j'avais une question à te poser. C'est toi qui es contactée chaque jour par des entreprises pour mener des sensibilisations, des formations. Qu'est-ce que tu ressens très honnêtement? Voilà, je te demande de ne pas avoir ta casquette commerciale, mais alors vraiment très honnêtement. Est-ce que tu sens qu'il y a une intention profonde de la part de ces entreprises d'inclure? Est-ce que c'est pour respecter les quotas? C'est quoi la posture? Les deux, malheureusement, et heureusement, parce que je me dis que peu importe, si on doit rentrer pour mieux sensibiliser, mieux élever un petit peu la compréhension de ce sujet-là, s'il faut rentrer par la case, par la porte qui coche les cases réglementaires, tant mieux. De toute façon, très vite, même si c'est la première intention, dans les échanges que je peux avoir aujourd'hui avec les chargés de mission handicap, les RH et compagnie, on se retrouve quand même très rapidement sur la face humaine du sujet qui prend le dessus. Il y a une vraie intention de bien faire, il y a une vraie intention d'inclure et non pas d'insérer. Donc, on est vraiment sur un changement de paradigme aussi. On était sur l'insertion il y a encore très peu. Et donc, le mot insertion signifie bien, en gros, comment on met dans une case une personne. Et aujourd'hui, on est un peu plus sur l'inclusion. Alors, il y a encore du travail, hein, il y a encore une marche importante, mais il y a une vraie volonté derrière. Aujourd'hui, de toutes ces personnes qui œuvrent pour l'inclusion de personnes en situation de difficulté, de fragilité. Et on va justement éviter le mot handicap qui vient un peu brouiller souvent les lignes. J'ai vu passer il y a 30 secondes 80% de personnes en situation de handicap invisible. Dans le handicap invisible, on a bien évidemment le souci, je remonte le micro, j'ai compris. On a bien évidemment la difficulté de justement se faire connaître, dans le sens où déjà il faut accepter ce dont on parle depuis tout à l'heure. Donc on est vraiment dans cette difficulté-là, avec une vraie prise de conscience par contre, de grosses organisations qui veulent vraiment parler d'inclusion et non plus d'insertion, de moins en moins de caractère obligatoire. On est quand même sur un retour à l'humain qui permet les deux, pour le coup, de remplir le quota, tout en respectant cette fragilité et de remettre la cohésion humaine au milieu du travail. On est vraiment dans cette dynamique-là aujourd'hui. Parler de la posture de la personne dans l'entretien de recrutement, hein, dans la rencontre ou dans les échanges, il y a un vrai sujet autour de la posture de la personne en charge du recrutement, dans sa capacité à être ouverte, à être bienveillante, à créer un climat de confiance permettant à certaines personnes d'oser en fait exprimer les choses. Où là vraiment le conseil qui est donné, c'est d'accueillir la réponse en fait, voilà, d'être dans cette forme d'humanité. Donc, les entreprises peuvent avoir des relais en interne, des relais en externe, un rôle absolument primordial du service RH et des missions dans l'entreprise, handicap, inclusion, diversité,
et des services de santé au travail, des médecins du travail, des psychologues du travail, des ergonomes aussi, parce qu'il y a potentiellement des adaptations de poste d'un point de vue matériel aussi à prévoir. Parfois sur la vie personnelle aussi avec des aménagements. Donc, le rôle des assistantes sociales peut être absolument stratégique. Des médiateurs externes, le conseiller de l'AGEFIP. En tout cas, il y a tout un écosystème qu'il s'agit d'aller cartographier, souvent dont on n'a pas connaissance ou conscience. Puis des entreprises qui sont plus ou moins outillées, évidemment, en interne. En tout cas, sur les adaptations de postes, un élément qui ressort très régulièrement dans les témoignages de nos membres, c'est le besoin de voir adapter l'organisation du travail en termes de temps et de rythme de travail. Tout à l'heure, quand je vous disais capacité intellectuelle, RAS, par contre, difficulté de concentration, difficulté d'attention, mémorisation et d'organisation. Donc, on sait qu'il y a une fatigue qui est quand même liée à la fois à la médication et à la gestion en fait, des symptômes, dans l'idée de préserver aussi cette image sociale autant que possible. Donc, ça veut dire proposer des temps partiels, avoir des horaires aménagés, oser proposer à la personne de commencer à 10 heures au lieu de commencer à 8 heures, parce que parfois, c'est pas facile de se lever le matin. Veiller à son équilibre de vie aussi, de vie professionnelle, de vie personnelle. Il y a ces histoires d'organisation. Et après, évidemment, dans la gestion du quotidien, quand vous avez à gérer des choses qui se passent dans votre tête, si en plus vous avez un manager qui vous vomit en 10 minutes le planning de toute la semaine et qui vous briefe sur 15 dossiers en même temps, le multitasking, alors déjà, c'est humainement pas jouable de faire ça de base. Mais bon, on voit ça tous les jours. Mais en plus, quand à l'intérieur de nous, déjà, il se passe quand même beaucoup de choses. Voilà, il faut apprendre aussi à découper les briefings, à donner des tâches claires, à objectiver des deadlines, à régulièrement vérifier que c'est OK, que ça va bien. Et puis cultiver le feedback. En fait, ça, c'est humainement et en général dans les entreprises qu'on devrait davantage prendre le temps de dire ce qui va et ce qui ne va pas, de le faire de manière constructive. Et Dieu sait que c'est tout un art pour un manager que de faire un feedback constructif. Mais encore plus avec ces personnes qui en permanence se demandent si elles sont à la bonne place et si elles méritent qu'on leur fasse confiance. Donc, il y a un vrai sujet au niveau du manager de proximité. Il me reste à remercier, il est 11h59. J'ai une pensée toute particulière pour le staff des Clubhouse qui m'ont aidé à préparer ce webinaire, pour également les membres qui ont témoigné, qui m'ont permis de préparer ce webinaire. Merci à Sandrine pour la confiance. C'est rare qu'une structure donne la parole à quelqu'un qui n'est pas à l'intérieur pour pouvoir en parler. C'est aussi assez inspirant, je pense, pour les entreprises de faire témoigner et d'offrir le rôle d'ambassadeur à quelqu'un qui est partenaire, et partenaire de cœur aussi. Et un merci tout particulier à vous, celles et ceux qui étaient connectés, qui sont partis, qui verront peut-être ce replay, celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci à vous, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Merci à toutes et tous. Bonne fin de journée à vous également. Et merci beaucoup, Emmanuelle. Avec plaisir.